Hello, c'est Audrey, ta tantine préférée, celle que tu voudrais voir à toutes les réunions de famille, Your Fav Rich Auntie. Nous sommes dans la 4e et dernière partie de témoignages L'étrangère. L'étrangère est une série de témoignages autour des conditions de vie des étrangers et des étrangères en France. Donc nous avons 3 témoignages hyper poignants et inspirants pour cette dernière partie. Un premier témoignage qui relève d'une situation qui est assez délicate et qui n'est pas forcément la plus idéale, qu'on peut retrouver dans tous les témoignages qu'on a vus depuis. Le deuxième est un témoignage qui est très inspirant et qui d'ailleurs a une finalité qui est positive. Je vais pousser toute personne à regarder également le deuxième témoignage pour pouvoir avoir un petit coup de boost si jamais en ce moment ça va pas très fort. Le troisième témoignage est le troisième, je pense qui est un peu entre guillemets le Graal vis-à-vis de tous les témoignages que nous avons retrouvés en France, qui va en fait parler d'un sujet dont on parle très peu sur les réseaux ou dans les médias, qui est la naturalisation par décret. N'oubliez pas évidemment de liker cette vidéo, de commenter, de vous abonner parce que c'est ça qui va réussir à faire en sorte de valoriser tout ce travail de témoignage. J'ai beaucoup de choses de prévues cette année autour justement de cette même thématique ou encore des thématiques annexes. J'espère que tout ça va vous plaire. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez directement dans la rubrique commentaires, qu'on puisse également y répondre avec d'autres personnes. Donc c'est parti pour le premier témoignage. Je suis arrivée en France fin 2021 avec un permis de séjour d'un autre pays de l'Union européenne. Le gouvernement m'a dit que je n'avais pas le droit de résider et de travailler en France avec mon statut actuel, ce que j'ai trouvé tout à fait compréhensible selon la loi. J'ai donc entrepris de nombreuses démarches pour convertir mon permis de séjour en un permis de travail français. Le processus m'a pris plusieurs mois. En attendant, j'étais considérée comme illégale sur le territoire et je veux témoigner que vivre illégalement était très difficile vis-à-vis des autorités et de nombreuses accessibilités. En 2023, j'ai finalement réussi à obtenir un permis de travail français. J'étais très heureux et très enthousiaste de réintégrer la société comme une personne normale. J'ai donc commencé à travailler et à m'intégrer à la culture et à la langue. Lorsque j'ai dû renouveler mon permis de travail, le centre d'immigration m'a dit qu'il serait prêt dans 3 mois. Cependant, ce n'était pas le cas et il n'y avait aucune notification pour un processus de vérification supplémentaire. J'ai donc attendu plus de temps que prévu, sans savoir s'il serait approuvé ou non. J'ai essayé de contacter l'immigration, mais leur service et leur proactivité étaient si médiocres et ils étaient très impolis. Pendant ce temps d'attente, les banques, la bureaucratie fiscale et diverses institutions avaient besoin de ce document et ils me disaient que le reçu ne suffirait pas. Après qu'une autre personne les ait contactés en mon nom, ils ont répondu et ont dit à la personne que mon permis de travail était prêt depuis 2 mois, mais qu'ils ne m'avaient envoyé aucune notification. J'ai finalement réussi à obtenir mon permis de travail. Plus tard, j'ai eu l'ambition de poursuivre mes études dans le secteur de l'aviation et j'ai réussi à terminer ma formation et à obtenir mon diplôme. Aujourd'hui, je fais face à un grand défi car les compagnies aériennes basées en France n'embauchent que si j'ai un passeport ou une citoyenneté de l'Union européenne. Le fameux permis de travail de l'Union européenne en France a atteint ses limites en termes de choix d'emploi. Tout au long de mon parcours, j'ai le sentiment qu'un morceau de papier et un statut sont des facteurs majeurs. Ce n'est jamais suffisant. À mon avis, cela devrait être rectifié car nous méritons tous d'être traités de manière égale, pas comme des étrangers. Un seul document et un statut devraient suffire pour accéder à tous les services ou emplois. Le problème est que le pays se plaint de ne pas avoir assez de travailleurs, de travailleuses. Même s'il y a beaucoup de personnes qualifiées et talentueuses dans l'Union européenne, mais qui n'ont tout simplement pas un seul document pour leur permettre de travailler. Un document est-il vraiment si important ? Très bien, je rebondis sur ce témoignage qui est d'ailleurs hyper bien construit, hyper clair et concis. Franchement, merci beaucoup d'avoir témoigné sur cette vidéo. Je réagis dessus parce que effectivement, quand vous allez postuler dans
dans des secteurs type l'aviation, la défense ou l'intérieur, la France n'accepte que des personnes déjà de nationalité française ou à la limite, il me semble, de nationalité européenne. Tout simplement parce que ce sont des questions, comme je l'ai dit, de défense, d'intérieur ou autre. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu plus compliqué qu'un métier normal. Donc pour ça, c'est vrai que je donne en partie raison effectivement au gouvernement et aux institutions, puisque c'est vraiment des métiers qui sont touchy. Cependant, là aujourd'hui, c'est pour ça que l'État met en place les naturalisations par décret pour permettre justement à des personnes aussi de postuler à des métiers tels que ces métiers-là. Mais je dirais quand même attention parce que je sais que la double nationalité n'est pas acceptée dans tous les emplois. Deuxième témoignage, mes rêves m'appartiennent. Les parents qui ont toujours pensé que l'herbe est plus verte ailleurs, les compatriotes qui disent que tu as réussi, ta fite, dès que tu pars à l'étranger. Mes frères qui avaient d'excellentes notes au lycée n'ont pas rencontré de problème en quittant le pays, d'autant plus que leur parcours universitaire était plus classique. Ce qui signifie pas effectivement que c'est plus facile pour eux une fois arrivés ici. Pour ma part, étant moyen au lycée, je voulais intégrer une école de cinéma et d'audiovisuel. Un métier souvent perçu comme une simple passion et non comme un vrai métier pour beaucoup. En 2011, une école a accepté ma candidature. En suivant exactement les mêmes procédures que mes frères, la personne qui avait le pouvoir a refusé mon visa. Le monde s'effondrait pour moi. Un jeune garçon voyant ses rêves s'écrouler. L'injustice de voir quelqu'un d'autre décider de mon avenir. Je me suis dit, peu importe, je réussirai et j'atteindrai mes objectifs en France ou ailleurs. Je suis partie à l'île Maurice pour ma deuxième année avant de revenir à Madagascar pour travailler dans ma passion. Et après plusieurs années, j'ai fait une nouvelle demande en 2014 dans une autre école, m'ayant aussi accepté, mais visa refusé. En 2015, même résultat. J'avais abandonné, mais en 2016, mon père a quand même fait les démarches à ma place et enfin, ma demande a été acceptée. J'ai appris plus tard que l'école avait failli abandonner aussi, mais qu'un professeur avait décidé de me donner une dernière chance et d'ailleurs ma reconnaissance éternelle pour elle. Aujourd'hui, je suis diplômée d'un master en cinéma avec mention. Le choc culturel, bien sûr. Personne ne t'apprend à devenir français. En vrai, c'est difficile. La solitude, être loin des amis et des proches, galérer à fond pour pouvoir se réunir en famille avec des visas refusés encore et encore, divers problèmes comme un propriétaire qui ne rend pas ta caution de logement, mais on va dire que ça n'arrive pas qu'aux étrangers, le fait juste d'être limité, de ne pas pouvoir partir en vacances ailleurs sans demander un visa, il faut attendre des mois pour avoir un entretien parce que nous sommes nés dans un pays considéré comme, je ne sais même pas, quelle raison. Ce sentiment de ne pas être à ta place, qu'on le veuille ou non, l'esprit humain te regarde différemment quand tu es différent. Être parmi 5 ou 6 personnes de couleur sur une 60aine d'élèves. Il y a ceux qui t'intègrent, ceux qui ne le font pas, et ceux qui t'intègrent mais te le font comprendre. Ou ceux qui inconsciemment veulent t'aider mais adoptent cette attitude paternaliste. Pourquoi la France ? Encore une fois, que ce soit en France ou ailleurs, l'inégalité est ma raison. Dans mon métier, par exemple, je dois utiliser du matériel coûteux. 1 euro équivaut aujourd'hui à 4800 ariars. Avec un salaire moyen, pour acheter un équipement, je devrais travailler au moins 1 an pour l'avoir en cumulant 2 emplois, 39 heures de jour, 35 heures de nuit et week-end. Je pouvais espérer l'obtenir en 6 mois et ainsi de suite. En arrivant ici, j'ai effectué un stage et j'ai pu acheter le matériel en question avec ma gratification au bout d'1 mois. Si je veux réussir dans mon domaine, je n'ai donc pas le choix.
Avoir traversé ces difficultés m'a permis de devenir plus fort. Avoir vécu dans plusieurs cultures m'a permis d'avoir plus d'ouverture d'esprit et me permet de me mettre plus facilement à la place des autres. Je suis reconnaissant, j'aime mon pays et j'aime la France. L'humain passe avant tout. Si on me demande de partir, j'irai ailleurs, toujours en gardant mes rêves et mes objectifs. Personne peut me les voler, mes rêves m'appartiennent. Si on parle également de la difficulté que c'est d'avoir des visas refusés, on voit quand même que la personne, elle a eu énormément de motivation. Perso, moi, à sa place, je pense qu'au bout d'un an, j'aurais arrêté de demander un visa en France. Cette personne, elle a demandé 2011, elle a essayé. 2014, elle a essayé. 2015, elle a essayé. Et ce n'est qu'en 2016 qu'elle a réussi à avoir un visa. Et aujourd'hui, elle a un master. Donc c'est vrai que ce témoignage-là, il montre que lorsqu'on a une passion, on a des objectifs et qu'on a vraiment envie d'aller au bout, même si on est étranger ou étrangère, on peut y arriver. Perso, c'est également un témoignage qui a énormément résonné pour moi, puisque c'est vrai que moi aujourd'hui j'exerce un métier passion qui est l'entrepreneuriat. Aussi donc je suis présidente d'une association. Je parlerai évidemment de mon parcours dans une vidéo qui ne sera pas comme celle-ci, mais une vidéo qui retracera un petit peu ce que j'ai fait. Et je serai super heureuse également d'apporter mon point de vue par rapport à tout ça. Nous allons donc passer au troisième témoignage qui est celui qui va donner de l'espoir, je pense, à beaucoup de personnes qui ont suivi les vidéos. C'est un témoignage qui retrace un parcours de naturalisation par décret. Et évidemment, tous ces témoignages sont anonymes, déjà de 1 pour éviter de mettre toute personne en danger ou encore d'invalider des procédures qui sont en cours. Donc je pars sur le troisième témoignage. J'ai dû faire une petite pause parce que ma caméra a chauffé et que je me suis fait un petit café en même temps. Donc on part sur le troisième témoignage. Je suis française depuis 4 mois maintenant. Je m'estime chanceuse d'être française maintenant et d'avoir la possibilité de voter pour ceux qui ne le peuvent pas. Je n'ai qu'une voix, mais j'en porte tellement plus en moi pour tous ceux qui galèrent encore avec leur titre de séjour. Je suis heureuse d'être française, mais je n'oublie pas et n'oublierai jamais ce qu'est d'être étrangère en France. L'épreuve, c'est d'en choisir qu'une seule. Tous les ans, c'était un vrai parcours du combattant pour obtenir le titre de séjour et même si sur le papier, ça ne devait pas poser de problème, j'y allais toujours avec une énorme boule au ventre. J'étais plus stressée par la préfecture que par mes partiels. Mais l'épreuve qui m'a le plus marquée, c'était l'année dernière, mon dernier renouvellement. J'ai fini mes études en juillet 2022 et je devais passer des examens jusqu'en septembre. Les résultats étaient prononcés en octobre, donc quand il a fallu renouveler mon titre de séjour en septembre, je n'avais pas de certificat de réussite. Je leur ai expliqué et ils ont accepté de m'accorder un titre de séjour pour 5 mois de octobre 2022 à février 2023. Entre-temps, j'ai commencé à travailler avec ce titre de séjour. En novembre 2022, on m'annonce que mon titre de séjour est disponible à la préfecture. Je prends rendez-vous et sur place, la personne au guichet ne le retrouve pas. Je repars bredouille et de novembre 2022 à janvier 2023, je n'ai fait que les relancer par courrier et par courriel. Le vrai souci, c'est que comme j'avais pris rendez-vous en novembre, le site de la préfecture ne m'autorisait pas à prendre de nouveau un rendez-vous alors que nous étions déjà en janvier 2023. Et je ne pouvais pas déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF parce que je n'avais pas récupéré mon ancien titre de séjour. J'étais donc complètement bloquée à quelques semaines de l'expiration de mon titre parce que je ne pouvais pas me rendre à la préfecture qui refuse les personnes sans rendez-vous et je ne pouvais pas déposer de nouveaux dossiers. Les RH me relançaient pour me demander mon nouveau titre de séjour et que je n'étais pas en mesure de fournir. Donc la question de mon maintien au travail après l'expiration de mon titre s'est posée. J'ai finalement réussi à avoir un rendez-vous à la préfecture. Après beaucoup d'insistance, ils ont accepté de me faire une remise effective de titre de séjour. J'ai pu déposer une nouvelle demande en ligne. Mon titre de séjour a été délivré dans les 10 jours, comme quoi ils peuvent être rapides, et je n'ai pas arrêté de travailler. Ça s'est finalement bien passé, mais ça m'a vraiment stressée parce que ça aurait pu
me coûter mon travail, même si au travail, ils ont été compréhensifs et ils m'ont aidé. Je sais que j'ai vraiment été bénie sur le coup parce que tout a fini par s'aligner, mais ce n'était pas bien parti. Et mentalement, c'était très éprouvant. Tout ça pour dire que le système pour l'accueil des étrangers est horrible et ne va pas s'améliorer avec le RN. Ils font tout pour nous empêcher d'avoir un titre de séjour et ne s'excusent pas quand c'est de leur faute. Les Français qui sont choqués et ne comprennent pas qu'une personne ayant fait l'objet d'un OQTF soit sur le territoire, j'ai envie de leur dire « Redescendez sur terre et allez voir l'état des préfectures et du traitement des étrangers ». Une OQTF, ça ne veut rien dire aujourd'hui parce qu'ils les distribuent comme des petits pains. Tout le monde peut faire l'objet d'une OQTF et c'est même pas de notre faute parce que c'est pas nous qui avons fait ce système. On essaye juste de survivre tant bien que mal. J'ai dû en faire 2 fois plus que ceux qui ont 2 fois moins de talent que moi en France. C'est normal pour un Africain, je cite Kerry James. Je suis reconnaissante à la France pour beaucoup de choses et j'aime ce pays, mais s'il y a bien une chose qui est vraie, c'est que nous les étrangers et surtout les Africains, on doit batailler 2 fois plus que les autres pour avoir non pas ce qu'on veut, mais juste ce qu'on mérite, job, appartement, prêt, etc. Tout est compliqué quand tu es étranger et africain. Et je sais que même française, ça continue d'être vrai parce que ce pays est raciste, que je suis bronzée et que j'ai un nom imprononçable. Avec le RN aux portes du pouvoir, même française, je suis en danger. Parce que pour eux, je suis française d'origine étrangère et binationale, donc moins légitime. On doit faire 2 fois plus pour que nos voix soient entendues et pour que les gens nous écoutent sans dire qu'on se victime.